19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 30 janvier 2022 et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le syndicat national des conducteurs de taxi, Saint-Taxi, a rendu public une déclaration. Il ressort de cette déclaration l'énorme pression que subissent leurs militants, cherté des prix des hydrocarbures et non-respect de certains engagements pris par le gouvernement. C'était ce matin au centre culturel Oumarou Ganda, c'est au jeu de Niamey, en présence de nos reporters Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. Exige des autorités de la 7e République. Outrés et irrités par la grosse pression à laquelle fait face leurs militants dans la ville de Niamey d'un côté et de l'autre par la procédure engagée par la Caisse nationale de sécurité sociale, le syndicat national des conducteurs de taxi Saint-Taxi se met en vogue après plusieurs plaintes de ses militants et s'est dit prêt à refuser toute injustice à travers la présente déclaration. Outre le non-respect des engagements souscrits, le gouvernement s'est beaucoup fait remarquer durant l'année 2018 par des actes provocateurs, dont entre autres l'augmentation de la patente de 50 000 à 60 000 francs l'année. Devant cette situation sans précédent dans laquelle végètent nos militants, le Saint-Taxi dénonce et condamne avec la dernière énergie le comportement de la directrice du recouvrement des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, demeurant un danger pour les conducteurs du secteur de transport, exige des autorités de la 7e République le départ pur et simple de cette dame, voulant coûte que coûte rendre la vie impossible à nos militants du secteur de transport à travers une escroquerie organisée de toutes pièces avec la complicité de nos camarades. Exige la restitution des pièces des véhicules prises lors de leur contrôle en complicité avec la police qui n'a pas voulu respecter le délai acquis. Par ailleurs, en guise de mise en garde, le Saint-Taxi lance un mot d'ordre de 24 heures pour ensuite appeler l'ensemble des conducteurs de taxi à ne pas uniquement se fier à leur affiliation au syndicat et d'observer cet arrêt de travail qui va se perpétuer si toutefois leurs attentes ne sont pas prises en compte. L'espace France Fanon a abrité hier après-midi une conférence publique autour du thème plaidoyer pour plus de transparence dans la gestion des ressources allouées à la lutte contre la Covid-19. Il s'est agi pour Alternative Espace Citoyen de partager avec les Nigériens les résultats d'une enquête internationale portant sur la gestion de cette pandémie dans 120 pays. Le résumé avec Adam Soumana et Boubacar Souley. Partager avec l'assistance et au-delà l'opinion publique les résultats d'une enquête internationale menée par l'International Budget Partnership portant sur la gestion des ressources allouées à la lutte contre la Covid-19 dans 120 pays, tel est l'exercice auquel s'attelle Alternative Espace Citoyen à travers cette conférence publique. Occasion pour le conférencier de s'appesantir sur le cas du Niger qui occupe une place peu enviable dans cette enquête. On a presque tout fait par urgence et on n'a pas donné aux citoyens l'occasion de donner leur avis. Quelquefois, ils se sont retrouvés dans la peur parce qu'on leur disait de ça tue les gens mouraient et il fallait tout de suite prendre des mesures. On a usé de l'urgence, donc les citoyens n'ont pas pu forcément avoir l'occasion de se prononcer. Alors, l'enquête montre aussi que dans beaucoup de cas, il n'y avait pas de rapport public. Par exemple, l'enquête sur la transparence repose un peu sur la reddition des comptes. Périodiquement, les États sont censés produire des rapports sur la gestion budgétaire. Le Niger a choisi de ne pas produire des rapports spécifiques sur la gestion des fonds alloués donc, à cette pandémie. Aucun comité spécialisé n'a été créé au sein de l'Assemblée, ce qui aurait pu être le cas puisqu'on a affaire à quelque chose de nouveau. Et les comités existants n'ont pas encore reçu de nouveaux pouvoirs, n'est-ce pas, pour examiner les plans de relance. En marge des échanges riches et fructueux ayant caractérisé cette rencontre, quelques participants nous livrent leurs impressions sur la thématique. L'exécutif a eu à prendre des mesures que nous estimons dans un cadre de principe de séparation de pouvoir. L'exécutif a pris des mesures. Et qu'en est-il de l'Assemblée? Si c'est relativement à l'année 2020, on peut dire que
la chance que l'Assemblée exerce le contrôle sur l'action gouvernementale est assez réduite. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de ce qui se passe actuellement parce que la pandémie, sa gestion n'a pas continue toujours. On n'a pas arrêté la gestion de cette pandémie, ça continue. Donc il y a lieu de mener des enquêtes pour savoir concrètement les ressources allouées à ça. L'enquête a révélé que le Niger, comme à l'accoutumée, n'a vraiment pas occupé une place reluisante. Parce que par rapport à l'accès à l'information, par rapport aux 5 niveaux qui ont été identifiés, le Niger se trouve jusqu'au 3e niveau qui était une information très limitée. Et par rapport au rapport, le Niger n'a pas fourni de rapport quant à la gestion de cette pandémie, que ce soit du côté financier et que ce soit du côté technique. Il n'y a vraiment pas eu de rapport. Et de l'autre côté aussi, les citoyens, ne serait-ce qu'à travers les organisations de la société civile, n'ont pas été associés dans cette gestion. Ainsi, par cette démarche alternative, Espace Citoyen entend amener les citoyens à comprendre l'enjeu de mener une enquête plus approfondie afin de pousser les décideurs à plus de transparence dans la gestion des ressources allouées à la lutte contre cette pandémie et à d'autres aspects irrélatifs. La marche pacifique projet TLP Niger ce dimanche 30 janvier a été interdite par les autorités en charge de la ville de Niamey. Hier après-midi, dans un point de presse, TLP Niger dut prendre acte de cette décision tout en appelant ses militants d'être prêts à répondre pour un éventuel mot d'ordre. On le suit. À la surprise générale, hier, dans l'après-midi, un courrier nous retrouve au siège de notre organisation portant interdiction de la marche suivie de meeting projeté pour ce dimanche 30 janvier à Niamey. D'abord, nous tenons à préciser que cette notification nous a été faite à une heure non indiquée, c'est-à-dire un vendredi, dans les environs de 17h. Et ensuite, on a vu circuler sur les réseaux sociaux le même document. Aussitôt après, nous avons donc décidé de saisir nos avocats afin qu'ils puissent attaquer cette décision en référé. Mais malheureusement, encore à l'heure où je vous parle, aucun juge n'est disponible pour prendre notre requête. Ce qui constitue une preuve supplémentaire que la justice continue d'être utilisée pour museler les libertés et restreindre davantage l'espace civique. Quelle aberration pour notre système démocratique. Face donc à cet état de fait, la seule option qui s'offre à nous, c'est celle de la lutte permanente et d'une mobilisation citoyenne conséquente pour dire de vive voix aux dirigeants que s'ils ont été désignés, c'est pour donc être des serviteurs du peuple et non des bourreaux pour leurs droits et libertés chèrement acquis par le biais de haute lutte. C'est pourquoi nous tenons à rappeler que ce combat n'est pas que celui de TLP, mais un combat générationnel pour libérer notre peuple et asseoir des bases solides d'une vraie démocratie. Voilà, sur ce plateau, nous accueillons comme invité du journal Maman Bachar. Il est coordinateur du réseau Espérance. Maman Bachar, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Voilà, avec vous, on va parler de la situation de ces pays membres de la CEDEAO qui, à l'espace de 3 mois, ont connu des coups d'État. Il s'agit notamment de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Mais avant d'aller vers ce sujet, nous allons parler de cette situation un peu tendue entre les acteurs de la société civile
et les autorités en charge de la ville de Niamey. Situation, il faut le rappeler, est née des interdictions des marches pacifiques de ces organisations de la société civile par le maire de la ville de Niamey pour plusieurs raisons qui ont été évoquées dans les arrêtés. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette situation ? Ma réaction est toute simple, elle est celle de tout acteur de la société civile, en tout cas engagé dans la promotion et la défense des droits et libertés civiles, qu'on appelle communément droits humains. Je constate tout simplement que les autorités de la ville de Niamey ont des difficultés à se conformer, en tout cas aux normes prescrites dans notre loi fondamentale, notamment la Constitution, donc, qui reconnaît un certain nombre de droits et libertés donc, aux citoyens qui peuvent s'exercer de manière individuelle comme de manière collective. Ici, en l'occurrence, le droit donc de manifestation est un droit, disons, constitutionnel qui est reconnu à tous les citoyens de pouvoir s'exprimer démocratiquement sur tout sujet qui leur paraît, en tout cas, devoir susciter leur réaction pour justement, disons, informer les autorités publiques de leur position par rapport aux questions en débat. Donc je constate que ces interdictions sont non seulement répétitives et dans beaucoup de cas, en tout cas de mon point de vue, infondées parce que tout simplement les autorités de la ville doivent en tout cas se donner les moyens nécessaires pour garantir la sécurité donc de l'ensemble des manifestants lorsqu'il y a des demandes qui est déposées auprès d'elles pour pouvoir garantir la libre justement disons manifestation de leur opinion en l'occurrence. Donc si cela persiste, je peux vous dire qu'on assiste donc à une certaine dictature qui ne dit pas son nom. Parce que tout simplement, il y a, de mon point de vue, d'une part, la nécessité de garantir certes l'ordre public, la protection des biens des personnes, mais il y a aussi la nécessité, en tout cas, de faire en sorte que les droits et libertés des citoyens s'expriment harmonieusement, en tout cas avec les préoccupations administratives et politiques. Donc de ce point de vue-là, je pense que les autorités de la ville de Niamey ne sont pas tout à fait à la page quand elles interdisent systématiquement les manifestations des citoyens. Cela ne me paraît pas conforme à la Constitution et donc il y a donc de mon point de vue une nécessité à ce que ces autorités-là parviennent à avoir une approche beaucoup plus démocratique permettant justement à l'ensemble des citoyens de pouvoir organiser pacifiquement et en toute liberté, en tout cas les manifestations leur permettant justement de donner leur opinion sur la gestion de la chose publique. Alors, une des raisons évoquées par le maire de la ville de Niamey, pas de moindre aussi, c'est cette pandémie de Covid-19 qui est réelle, une maladie qui est là. Oui, mais personne n'a contesté que cette maladie n'existe pas, mais on constate qu'il y a beaucoup de manifestations qui se font pendant justement l'existence de cette maladie-là. La plus grande manifestation, la dernière, c'était le sabre national qui a été organisé où des milliers de personnes se sont retrouvées au niveau de l'arène de lutte traditionnelle et tout s'est bien passé et tout le monde est rentré chez lui. Et donc pourquoi il ne serait pas de même pour ce qui concerne les manifestations publiques? Donc de mon point de vue, il y a quand même une certaine légèreté, en tout cas dans les motifs
qui sont avancées, voilà, qui sont avancées pour interdire des manifestations. Tous les jours, même ce matin, je pense que vous, autant que moi, on a assisté à des cérémonies qui ont regroupé des milliers de personnes, mais je n'ai même pas vu une seule personne avec des bavettes dans ces lieux-là. Donc, bon, mais pourquoi on va prendre comme, j'allais dire, motif, en tout cas, le Covid, pour interdire une manifestation. De mon point de vue, ça ne tient pas et ça dénote une certaine tendance véritablement à vouloir empêcher l'exercice des libertés collectives et individuelles. Et là, je pense que cela n'est pas normal. Et à l'avenir, l'ensemble des organisations de la société civile, en tout cas qui organisent ces manifestations-là, doivent désormais contester justement ces types de mesures-là devant les juridictions compétentes pour les faire sentir que, en tout cas, il y a péril à la demeure parce qu'à l'espèce, il y a un certain nombre de droits et libertés qui se trouvent obstrués par la volonté obstinée, manifeste, donc des autorités de la ville de Niamey à empêcher aux citoyens de pouvoir exercer un droit qui est reconnu par la loi fondamentale, puisque elles-mêmes, les autorités, je vais dire, elles sont là sur la base de la loi fondamentale. Donc, nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut agir contrairement à la loi, fût-elle une autorité. Donc, de ce point de vue-là, à partir du moment où que c'est un droit constitutionnel, il y a lieu de constater que les autorités doivent, en tout cas, mobiliser les moyens requis pour permettre aux citoyens de pouvoir justement exercer ces droits-là dans le calme, dans la quiétude et dans le respect des lois et règlements de la République. Je pense que la dernière fois, quand je l'ai suivi dire que à partir du moment où maintenant il a les moyens nécessaires pour assurer la sécurité donc, des manifestations et que le président de la République lui-même étant le garant de la Constitution, a donné quitus que lui, il ne fera plus obstruction donc à l'expression libre donc des droits et devoirs des citoyens, y compris les droits de manifestation et d'opinion. Je pense qu'à partir de cet instant-là, c'est comme si, en fait, il s'est dédié à la limite, puisque c'était une intervention publique qu'il a faite à l'occasion, je crois, d'une interview. Il sortait du bureau, les journalistes l'ont interrogé à propos de sa rencontre avec les acteurs de la société civile, à l'espèce qui était en train d'organiser ou de vouloir organiser des manifestations publiques. Je crois que c'était Tournons la page et bien d'autres structures de la société civile qui l'ont rencontré. Donc à partir du moment où il fait une telle déclaration qui est publique, qui a été diffusée, au niveau notamment de la radio, de la télévision et même sur les réseaux sociaux, il y a lieu d'assumer et de se montrer quand même cohérent par rapport donc à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. D'une part, il a dit que non, il ne trouve plus d'inconvénients parce qu'il a désormais les moyens pour pouvoir assurer la sécurité de ces manifestations. Et de l'autre, on voit que c'est des répétitions, c'est d'interdictions qu'on voit tous les jours. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même un problème. Et quand c'est des acteurs politiques issus d'un processus électoral qui se comporte ainsi, il y a vraiment des inquiétudes assez profondes qui nous démontrent que, en fait, on a comme l'impression que les autorités politiques manquent des principes. Et ils ne parviennent pas à assumer les valeurs démocratiques, ils ne parviennent pas à faire en sorte qu'il y ait une cohérence de posture selon qu'ils sont hors ou
dans le pouvoir. Donc là, je pense qu'il y a de sérieuses inquiétudes sur l'éducation civique donc de nos concitoyens et également l'attitude de nos autorités. Parce qu'on les a tous entendus quand ils ne sont pas dans les positions de pouvoir et quand ils le sont. Donc il y a une certaine dichotomie qui se dégage entre ces deux positions-là, ce qui me paraît tout simplement inacceptable. Monsieur Maman Bacha, il faut le notifier aussi, des manifestations des partis politiques ont été interdites. Oui, mais les manifestations... Pour les mêmes raisons aussi. Oui, bon, je pense que pour les partis politiques, j'aurais cru entendre que c'était lié à la foire qui s'est déroulée un peu au niveau de la place Toumo et que du fait que le parti en question a voulu faire ces manifestations au niveau de la place Toumo, donc il était difficile pour les autorités de la ville de Niamey de vouloir demander à ces acteurs de foire de pouvoir dégager les lieux pour qu'il y ait cette manifestation politique. Donc, selon l'arrêté, ce sont les mêmes raisons qui ont été évoquées pour l'interdiction des marches des OSC et aussi pour le parti politique. Bon, en tout cas, moi, j'ai pensé qu'il y avait une différence. Mais que cela ne tienne. Si on interdit à un parti politique de pouvoir le faire et de l'autre côté, on interdit aux OSC... Donc les OSC n'ont pas à se plaindre. Oui, mais donc il y a lieu de comparer. Les OSC, ils auraient demandé combien de fois de pouvoir faire les manifestations et ces partis politiques-là ont demandé combien de fois. Donc c'est ça qu'il faut comparer. Je constate simplement qu'il y a au moins, en tout cas selon les statistiques qu'on a, au moins une dizaine de demandes ou de déclarations donc d'intention de manifestation qui ont été interdites. Alors que pour les partis politiques, je pense que c'est la première fois, en tout cas moi, que j'ai vu où un parti politique a voulu faire une manifestation et que cette manifestation soit interdite. Et un parti politique du pouvoir, pas de moindre. Alors, parlons de ces coups d'État, je l'ai annoncé au début de notre entretien, à l'espace de 8 mois, des coups d'État dans les pays membres de la CEDEAO, à savoir la Guinée, le Mali et tout récemment au Burkina Faso. Alors, selon vous, quel est le problème? Pourquoi ces coups de force contre des régimes démocratiques? Bon, je pense que les raisons, elles sont à la fois... disons, interne et externe, ou j'allais dire endogène et exogène. Et elles diffèrent naturellement selon les pays parce qu'il faut, de mon point de vue, admettre qu'il y a quand même des nuances selon les cas. Par exemple, le cas de Guinée diffère de celui du Mali, et celui du Mali a beaucoup de nuances par rapport à celui du Burkina Faso. Donc, pour ce qui concerne, par exemple, le cas de la Guinée, tout le monde sait que M. Alpha Condé a forcé une révision, j'allais dire, très intéressée de la Constitution, lui ayant permis de briguer un troisième mandat et d'en être les vainqueurs. Et tout le monde sait aussi tout ce qui s'est passé autour de cette question du troisième mandat. Il y a eu beaucoup de manifestations qui sont réprimées, il y a eu beaucoup d'attitudes, en tout cas dictatoriales, qui étaient observées au niveau de ces pays-là, si bien qu'à partir d'un certain moment, les populations étaient en rupture vraiment avec les régimes qui étaient en place. Et comme vous le savez aussi, les régimes africains, comment ils se manifestent avec une certaine volonté manifeste d'inféodation des différents pouvoirs, avec une certaine oligarchie qui s'établit et une attitude de peu d'égard vis-à-vis des ressources publiques qui sont assimilées à des patrimoines personnels de ceux qui animent l'appareil de l'État.
Donc, je pense que pour le cas de la Guinée, sont ces différents éléments-là qui sont réunis et qui ont permis justement au colonel Doumbia et ses camarades de vouloir renverser donc, le professeur Alpha Condé, qui, il faut le rappeler, c'était quand même un homme de gauche, donc qui croyait à un certain nombre de principes et de valeurs, mais qui, curieusement, une fois au pouvoir, donc s'est comporté autrement. Parce qu'il y a une prescription qui fait que quand on fait un premier ou deuxième mandat, il faut s'arrêter, il faut passer la main. Donc bon, il n'a pas voulu le faire. Et dans l'ensemble des protocoles, par exemple de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, et il était prescrit que, en tout cas, ces troisième mandats-là devaient s'arrêter. Mais nonobstant cela, vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, donc M. Alassane Ouattara a modifié la Constitution. Il s'est présenté une troisième fois aux élections, qu'il a gagné. Et maintenant, ses partisans disent même qu'il est à son premier mandat de la 7e République. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il n'est pas encore arrêté là. Donc, ça pose un problème. Quand vous prenez le cas du Mali, c'est un problème qui est lié à la gouvernance sécuritaire. Parce que, comme vous le savez, quand il y a des crises sécuritaires, ceux qui sont les premières victimes sur le front, c'est d'abord les forces de défense et de sécurité. Donc, devant tant d'incohérences sur le terrain et devant tant de victimes qui, par ricochet, vous voyez, ça touche de nombreuses familles dans le pays, puisque les militaires sont une émanation aussi de la nation. Donc, ça a créé une certaine frustration donc, au niveau des populations qui faisait que le régime perdait de sa popularité. Et maintenant, le plus grand ingrédient qui était à la base de tout cela, c'est l'interférence étrangère. On a mobilisé plus de 30 000 hommes, dit-on, donc, pour lutter contre le terrorisme au Mali. On dépensait plus de 1 milliard donc de francs CFA par jour pour pouvoir garantir cette sécurité. Et au bout de 8 ans, on ne voit rien de concret. Et ces terroristes-là desquels on parle, ils ne dépassent guère dans les 2000 à 3000 personnes au maximum. Et on dit qu'on a mobilisé 30 000 personnes pour pouvoir les combattre. Avec tous les moyens que nous connaissons du monde actuel, GPS, géolocalisation, radar, satellite, tout ça là, ils viennent, ils font des attaques à moto à centaines, à cinquantaines, et personne ne les voit. Donc il y avait quand même quelque chose qui était suspect à ce niveau-là, qui a fait croire, en tout cas, ou de manière évidente, aux militaires, qu'en fait, il y avait une incohérence à ce niveau-là, et que de ce point de vue-là, il fallait qu'eux-mêmes, maintenant, se mettent dans la position d'acteurs politiques pour gérer directement la sécurité, pour au moins faire face à cette interférence, parce que il y a les forces étrangères, il y a les forces armées donc, du Mali qui travaillent côte à côte, mais vous avez l'impression que en fait, les forces maliennes étaient assujetties donc aux forces étrangères, ce qui n'est pas cohérent de mon point de vue, parce que après tout, c'est quand même dans leur pays que les choses se passent. Si quelque chose devait être arrêté comme stratégie ou comme action, ça devait être en parfaite harmonie avec donc l'état-major quand même de ce pays qui est censé être aidé. Vous ne pouvez pas venir aider quelqu'un et vous prenez l'initiative au-delà de sa volonté ou de ses souhaits. Et j'ai suivi le Premier ministre qui disait même qu'en ce moment-là, même pour survoler une partie de leur territoire, il faut qu'ils demandent l'autorisation. Est-ce que cela est concevable dans un monde moderne actuel? Donc, cela a amené les autorités donc, du Mali à penser qu'il faut diversifier les partenaires et faire intégrer ou introduire un nouveau partenaire qui n'était pas sur le terrain, notamment les Russes. Et finalement, tout est parti de là. Et je suis convaincu, je suis, disons,
je constate simplement que l'extrême rigueur qu'on a manifestée envers les autorités de transition du Mali n'était pas liée à la durée de la transition, puisque au Tchad, qui est aussi de la zone francophone, l'autorité actuelle qui sont sur place sont installés suite à l'assassinat donc du maréchal Idriss Déby, qui a été remplacé par son fils, et que maintenant la transition au Tchad est de 2 ans renouvelable. Renouvelable, là, on n'a même pas limité. Pour combien de temps renouvelable? Mais ça n'a jamais suscité un émoi au niveau des démocrates. On a trouvé que cela était normal. Au Cameroun, qui est aussi un pays francophone, Paul Biya est là, ça fait 40 ans. Qui a fait de cela un problème. Donc, de ce point de vue-là, quand on regarde, on voit bien que ce n'est pas la durée de la transition qui était le véritable problème de tous ces tirs groupés sur le Mali. C'est plutôt lié au choix courageux, j'allais dire même révolutionnaire, des autorités de la transition de vouloir diversifier donc les partenaires d'intervention. Monsieur Bachar, on va finir avec le Burkina Faso. Voilà, avec le Burkina Faso, le schéma se présente autrement à partir du moment où non seulement il y avait cette question de la Dinata, donc où les militaires étaient attaqués, ils manquaient de tout, pratiquement des vivres, de munitions, etc. Ils ont alerté donc les autorités compétentes, ils n'ont pas été secourus à temps et il y a eu une 50aine de morts sur le terrain. Ça a rendu le pays vraiment sceptique quant à la volonté ou la capacité réelle du pouvoir en place, de pouvoir faire face à la sécurité. Ça, c'est une question assez évidente qui a été mise en avant pour justifier l'intervention des militaires. Mais au-delà, il y avait cette frustration aussi qui était créée par les sanctions qui ont été prises, qui étaient cumulatives, en tout cas de l'UMOA et de la CEDEAO contre donc nos frères maliens. Et face à cela, comment on appelle ça, les Burkinabés ont manifesté, ont démontré leur parfaite solidarité. Ils ont relevé le caractère illégal donc des décisions qui ont été prises par la CEDEAO et ils ont constaté malheureusement que c'est leur président qui a lui-même en fait les décisions scélérates qui ont été prises par la CEDEAO pour enfin punir en fait le peuple malien, et cela est soutenu par la métropole, ce qui a quintuplé la frustration des populations, parce que les chefs d'État se sont, disons, montrés comme étant des vassaux, en tout cas à la solde de qui vous savez. Donc de ce point de vue-là, ça suscite un certain rejet et une certaine impopularité au niveau des citoyens, si bien que quand on a renversé, Marc Christian, vous avez vu les manifestations qu'il y a eu, c'est des citoyens quand même burkinabés qui sont sortis. Maintenant, c'est les premiers actes que cette junte-là va poser qui vont nous renseigner davantage sur ces réelles motivations et intentions. Pour finir, Maman Bachar, quelle est votre lecture du comportement de la CEDEAO face à ces pays en 1 minute? Oui, en général, je constate que la CEDEAO est en train de perdre de l'estime. Elle est en train de se vider de sa substance. Parce que c'est une CEDEAO qui devait, j'allais dire, faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services. Elle doit susciter l'intégration économique, politique et sociale des pays membres. Et je constate qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a déjà 3 pays membres qui sont en difficulté vis-à-vis de la CEDEAO, sans compter la Mauritanie qui a déjà quitté, ça fait déjà longtemps. Donc si la tendance continue, je pense que, et appelé à la demeure, la CEDEAO doit rester africaine, ses motivations, ses décisions doivent rester africaines et ils doivent avoir des visions qui puissent défendre les intérêts du peuple
les intérêts des États de l'Afrique et non se mettre au service des intérêts impérialistes pour imposer à leur peuple une certaine lecture, en tout cas dévoyée de la géopolitique telle qu'elle se manifeste à l'heure actuelle à travers le monde. Merci Maman Bachar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du réseau Espérance. Voilà, messieurs, dames, c'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Okay.